Fidèles auditeurs, bonsoir et bienvenue dans votre rendez-vous quotidien, le Niger sur Kalangou. Au micro, je suis Salamot Kadri et je suis accompagnée par Nafisa Adamou pour la présentation. Bonsoir Nafi, comment tu vas? J'espère que tu as bien fêté. Bonsoir Salamot, je vais bien et la fête que l'ensemble s'est bien passée, j'espère pareil chez toi. Ah ouais. Et un grand salut à ceux qui travaillent de l'autre côté de la vitre du studio. Soumana Amadou à la technique, nous avons Seni Saka et Moussa San à l'édition. Alors Salamou, qu'avons-nous au programme pour nos fidèles auditeurs ce soir? Comme d'hab Nafi, nous avons un programme bien rempli pour nos auditeurs. Il y aura de la rubrique reportage région qui nous amènera à Zander. Nous aurons aussi du loti avec les femmes du studio Kalongo et bien sûr la page sport. Enfin, pour l'entretien, nous partirons à la découverte de l'université Jibo Hamani de Tawa créée en 2010. Et oui, chers auditeurs, installez-vous confortablement. Nous débutons en musique avec le titre Kindin Soyeya, un feat de Benji et du regretté artiste Rabi Waziri. Bismillahi, Allah ka ba mu sa'a. Amin. Allah ka taimake mu. Amin. Allah taimaki bayinka. In ji Rabu dan Garba, ni auta mai kumbe. Ta gani tana so amma babanta ya hana ta. Phénoménal, MC, radical, Benji, toi-même tu sais c'est de la bombe, mais sur ce beat tu viens, tu bouges ton corps. Phénoménal, MC, radical, Benji, toi-même tu sais c'est de la bombe, mais sur ce beat tu viens, tu bouges ton corps. Oh kabar hanawa, idan kana hanawa na san wata ran baka hana ba. Mon cœur fait boum 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 béa, oh les nigères mon amour my lover. Dans cette vie d'amour soyayya, je pense à toi ma chérie my lover. Oh yo shen naga ne gidi yana ina jin daɗi kamar wata sallah. Dan tsananin daɗi na yi waka, wannan waka yan soyayya. Mon cœur fait boum 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 béa, oh les nigères mon amour my lover. Wasa ba faɗa bane ba, kai yaro ya zagi babba. Duniya taɓawa ka san wani ne ba zai taɓa ba. Wata ran da mu ake yi, wata rana ba da mu ba za a yi. Ko mun mace na gambo, ko tsuha ya ishe mu. Ai tilar mu bar ma yara. Ni da mata gurmi ko ta zaka. Ya rasta for one plus. Siki for all zaman. Aliki santiri abiki da double. Melody abiki elegantis. Yeah. Yarinya mai kyau ka gani kana so an ce ba a baka wata ran za a baka. Ki da musu gurmi za su baka yadda. Ki da musu gurmi ko sun yarda da kai. Ki da musu gurmi ko ta su baka yadda. Melody abiki elegantis je kone abiki atuson. Aliki santiri abiki da double. Chers auditeurs, Kindin Soyeya est le titre que vous êtes en train d'écouter du feu Rabi Waziri, Maïgoumi et du rappeur Benji. Les deux sont originaires de Zander. Un featuring qui a bien cartonné et cela fait bouger aussi la jeunesse nigérienne, n'est-ce pas Nafisa? Ok, on y va. Qu'est-ce que tu peux à leurs enfants comme Ozer dit voilà tu moi c'est pas grave de traiter les après d'abord il y a des cabascabos c'est trop les chercher ah oui je l'ai vu sentir avec la double beaucoup de cabascabos aya injirabu dangarba ni auta me gumbe ta gani tana so amma babanta ya hana ta. C'était la Kindin Soyeya, un feat de Benji et du regretté artiste Rabi Waziri. Retour au studio, Salam après cette pause musicale pour suivre la première partie de l'entretien. Et oui, Nafisa, dans la première partie de l'entretien d'aujourd'hui, nous amène à la découverte de l'université Jibo Hamani de Tawa, créée en 2010. Dr Moussa Mustafa, doyen de la faculté des sciences de l'éducation et recteur par intérim, explique la contribution de l'université dans le domaine de l'employabilité des jeunes diplômés. Il est au micro de Habibou Garba. L'université Jibo Hamani de Tawa a été créée en 2010. Avant sa création, il y avait une entité qui s'appelle IT, Institut universitaire de technologie. Mais à sa création, il y avait des entités. La FADEC, la faculté de droit d'économie et de gestion, et l'Institut universitaire de technologie. Donc, cette université a évolué. En 2014, il y a eu la création de la faculté des sciences de l'éducation et la faculté des sciences agronomiques, ce qui font 5 entités.
et dernièrement une autre entité, l'école doctorale pluridisciplinaire. Pour le moment, l'université Djibo Hamani a 5 entités, c'est-à-dire 3 facultés, un institut et une école doctorale. Et donc, l'université forme dans le domaine de tout ce qui est formation professionnelle et technique. Surtout à l'IIT, c'est la formation professionnelle et technique. Vous avez beaucoup de filières là-bas, comme maintenance des réseaux, vous avez l'hôtellerie, etc. C'est plusieurs formations. La faculté des sciences agronomiques, on forme des licenciés en agronomie. Et même maintenant, ils sont en train de former même dans le domaine des master. Ils ont fait leur rentrée. À la FADEG aussi, on forme dans le domaine de l'économie, de gestion et du droit. À la faculté des sciences de l'éducation, effectivement, on forme dans le domaine des sciences de l'éducation de manière générale. Et on forme aussi dans le domaine des didactiques, maths SVT, maths PC. Et au niveau de l'école doctorale, vous avez la formation des nouveaux docteurs. Cette école doctorale a ouvert ses portes cette année-là et les inscriptions se poursuivent. Donc l'université Djibo Hamani de Tawa aujourd'hui a pratiquement dans les 6000 et quelques étudiants. Et côté enseignants-chercheurs, ils sont dans les 68, 69 enseignants-chercheurs, 23 enseignants technologues. Et côté PAT, 93 PAT. Créé en juillet 2010 à l'université Djibo Hamani de Tawa, vous pouvez nous dire de 2010 à la date d'aujourd'hui, quelle est sa contribution dans le domaine de l'employabilité et de la formation au Niger? Bon, si on parle du domaine de l'employabilité ou la contribution de l'université Djibo Hamani, moi je crois que c'est l'une des universités qui a apporté beaucoup dans le domaine de l'employabilité. Si vous prenez l'IT dont je vous parlais, c'est une entité qui forme en 2 IT, Bac plus 2 ans. Donc il y a des professionnels sortants, très bon marché. Aujourd'hui, vous allez aller dans les banques, dans les hôtels et dans les entreprises. Vous allez trouver beaucoup de sortants de l'IT. Et quand vous allez aussi dans nos établissements d'enseignement secondaire, vous allez voir beaucoup de sortants de la FSU. Si vous fouillez dans le domaine du droit, économie et gestion, vous allez voir que ces derniers temps, le concours de la police, le concours de la gendarmerie, le concours de la magistrature, c'est Tawa qui gagne. La direction générale de la police nationale a même envoyé 3 commissaires pour remercier l'université Djibo Hamani de Tawa parce qu'ils pensent que c'est l'université Djibo Hamani de Tawa qui est en train de fournir des cadres pour la police. Effectivement, la fois dernière, même le concours de la magistrature, les 45% de ceux qui sont admis sont de Tawa. Vous conviendrez avec moi aussi que dans les domaines agronomiques, la faculté de l'université Djibo Hamani apporte beaucoup sa contribution dans la formation des ressources humaines. Et la plupart de ces sortants-là trouvent leur compte. Une étude effectuée l'année passée montre que dans le cadre de la formation professionnelle et technique, il y a un 45% des sortants qui sont recrutés. Donc vous voyez l'apport grandissime qu'apporte l'université Djibo Hamani Tawa dans la construction de ces pays, dans la formation des ressources humaines. Oui, en parlant de la formation des ressources humaines, vous avez cité tout à l'heure les enseignants du secondaire, un domaine qui semble être délaissé par les jeunes aujourd'hui. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire à ces jeunes pour les encourager surtout à s'inscrire dans cette faculté que vous dirigez d'ailleurs? Donc la faculté de sciences et d'éducation, vous savez, l'éducation, c'est la clé de voûte du développement de toute nation. Si les gens se refusent d'aller se former dans le domaine de l'enseignement, cela veut dire que nous n'aurons pas un bon système éducatif. Donc, je vais vous faire un peu l'historique de l'ouverture de la filière de didactique. Vous savez, quand l'État avait décidé d'aller vers une massification de l'éducation, et on a créé beaucoup d'écoles primaires, ce qui a poussé aussi à la création des écoles secondaires, avec le flux. Donc, il y a eu la création des écoles secondaires, mais il n'y a pas eu les ressources humaines. On prend les brevetés, on les envoie dans les écoles primaires. On prend les bacheliers, on les envoie dans les secondaires sans formation pédagogique et didactique. Cela a eu comme conséquence la chute des niveaux qui a fait baisser les niveaux de nos apprenants. Donc, c'est dans ce contexte que la faculté des sciences et de l'éducation a été créée. Et aussitôt créée, on a fait commencer en 2014 avec la formation en sciences de l'éducation. On a dit, bon, les besoins n'étaient pas dans le domaine seulement des sciences de l'éducation, mais plutôt dans le domaine de l'enseignement. Aussitôt, on a ouvert le département de didactique où on a commencé à former des professeurs de collège en histoire, géo, français, anglais.
Après, avec le besoin, on a ouvert les filières mathématiques, sciences de la vie et de la terre, mathématiques, physique, chimie. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup d'étudiants qui viennent, mais bon, ce n'est pas la formation qui dérange ici, mais sinon le recrutement. Parce que quand on forme les enseignants, on voit l'État, c'est l'État qui recrute, mais si les recruteurs ne recrutent, les gens sont démotivés. Donc nous encourageons les autorités actuelles à fournir plus d'efforts pour vraiment recruter ces jeunes-là qui sont formés de manière excellente dans le domaine de la pédagogie et didactique. Quand je dis didactique, dans les domaines disciplinaires, ils maîtrisent les disciplines à enseigner dans le collège d'enseignement, d'où l'amélioration de la qualité des enseignements. Avant de poursuivre avec cet entretien, nous allons vous laisser une fois de plus souffler en musique avec l'orchestre Tal National avec le titre Gaïda. Voilà, chers auditeurs, c'était là l'orchestre Tal National avec le titre Gaïda. Nafi, poursuivons l'émission avec la deuxième partie de l'entretien du jour. Mais avant, Salam, apparemment, ce sont là, tu es fan de ce bien sûr. Dans cette deuxième partie, Dr Moussa Moustapha revient sur la qualité de la formation et surtout le secret de réussite de cette université. Cette fois-ci, le haut micro de Tarnan Foudey Ahmed. À part les 5 entités-là, est-ce que l'université Bohamana a une autre particularité? Ce qui attire les gens à l'université Juba Hamani d'État, c'est que nous avons 98% de formation professionnelle. À part la faculté de droit et d'économie, toutes les autres entités forment dans le domaine professionnel. À la faculté de sciences et d'éducation, la formation est 100% professionnelle. C'est-à-dire quand vous sortez, c'est tout juste pour aller travailler, chercher le travail et se mettre à montrer ses capacités. À l'UIT, c'est les mêmes cas. À la faculté d'agronomie, c'est les mêmes cas.
Donc c'est à la faculté de droit que vous allez trouver la filière droit, ou même dans la filière droit, vous avez droit de l'homme qui est professionnel. Nous avons beaucoup de licences professionnelles. C'est pour cela, et la particularité de l'Université Jubo Hamani d'Ottawa, c'est qu'elle offre des formations professionnelles à 98%. Et ces formations professionnelles, comme je le disais tantôt, c'est la qualité. Parce qu'on a eu, je l'ai dit et je l'ai répété, on a eu la chance d'avoir des enseignants expérimentés, des enseignants qui la plupart sont formés à l'extérieur. Ils sont revenus et ils se sont retrouvés, qui ont aussi la jeunesse et la volonté de donner le meilleur de soi-même. Parce que nous le constatons. Quand vous partez à l'IIT, vous allez trouver les enseignants de l'IIT comme un balai, l'ensemble. Et ça fonctionne, ils arrivent à régulariser l'année académique. Quand vous venez à la FSU, on fonctionne comme ça. Les gens se donnent la main pour avancer. Quand vous partez dans les autres entités aussi, ça fonctionne comme ça. Donc c'est ça aussi l'une des particularités de l'Université Jubo Hamani d'Ottawa. Les gens fournissent beaucoup d'efforts et se sacrifient pour faire avancer l'Université Jubo Hamani. Et la plus grande particularité, c'est que l'Université Jubo Hamani d'Ottawa ne connaît pas des irrégularités des années académiques. Si on cite parmi les universités, la première à être citée parmi les universités de deuxième génération, en termes de régularisation des années académiques, l'Université de Jubo Hamani d'Ottawa est citée toujours. Est-ce que c'est la bonne collaboration entre le corps enseignant, les étudiants, les personnels administratifs et techniques qui fait que tout marche bien au niveau de cette université, ou bien vous avez un secret à part? Non, je crois qu'on a eu la chance d'avoir des dirigeants exceptionnels qui écoutent, qui n'ont pas de complexes. Et la plupart, ils ont étudié à l'extérieur et se sont décomplexés. Et quand vous avez un bon dirigeant, ça ne peut que donner de bons résultats. Cette relation décomplexée des dirigeants et l'écoute aussi. Un dirigeant, c'est quelqu'un qui devrait écouter. C'est quelqu'un aussi qui doit se mettre au service des autres. À l'Université de Jubo Hamani d'Ottawa, la particularité, c'est que quand vous voyez tous les dirigeants, ils sont tous des manœuvres. Ils sont des manœuvres parce qu'ils se mettent au service de leurs collègues. Ce qu'un doyen ne doit pas faire, vous allez voir le travail d'un manœuvre, le doyen est en train de faire ça. Donc, quand celui qui est en bas, il voit que le doyen même met la main dans la pâte, il va mettre même les pieds pour faire avancer les choses. Quand vous venez dans cette université, vous allez vous dire que nous sommes dans quelle université? C'est une université moderne. Avec le peu de ressources, vous voyez les transformations. Il y a 3 ans de cela, si on vous disait de venir ici, vous n'allez pas venir. Pourtant, c'est la même subvention, dans la même subvention que toutes les universités et les autres universités reçoivent. C'est dans ça que ces transformations ont été faites. Il y a eu vraiment une gestion rigoureuse des ressources allouées à l'institution. Et par conséquent, nous avons ces résultats-là pour améliorer les cadres de vie et de travail. Les recteurs peuvent sortir aujourd'hui, vous ne pouvez pas savoir si c'est lui le recteur. Vous allez les voir en train de chercher à savoir qu'est-ce qui se passe dans l'institution, vous les rencontrez, échanger avec les étudiants. C'est ces comportements-là qui ont fait en sorte que l'université avance vraiment. Justement, par rapport aux infrastructures que vous avez évoquées, est-ce que vous pouvez nous faire état des lieux? Ce mandat-là, directeur actuel, il y a un avant et un après. C'est vrai qu'avant, nous avons quelques difficultés en ce qui concerne même les ressources humaines, difficultés en ce qui concerne les infrastructures. Aujourd'hui, les problèmes des infrastructures sont pratiquement derrière nous. À l'ère actuelle où je vous parle, l'Université Jubo Hamani n'a pas de problème sérieux d'infrastructure. Toutes les entités sont logées. Il n'y a pas une seule entité qui n'a pas son bloc administratif. Les PAT, ils ont même un logement là aménagé pour eux climatiser, il y a tout dedans. Quand vous voyez les infrastructures pédagogiques, ce sont beaucoup d'amphithéâtres et de salles qui ont été construits. Vous allez trouver même un auditorium qui n'existe pas dans les autres universités et donne l'exemple aux autres universités. Vous avez des questions pour l'équipe de la rédaction de Studio Kalangu? La rédaction vous répond. Posez toutes vos questions sur le travail des journalistes de Kalangu. Sur une actualité diffusée sur Kalangu, n'hésitez pas à laisser vos questions en français, en Hausa, en Fulfulde, en Tamashek et en Zarma sur notre numéro WhatsApp qui est le 80 06 88 54. Studio Kalangu au rythme du Niger.
Chers auditeurs, le Niger sur Kalangou se poursuit et c'est l'heure de la rubrique hebdomadaire Justice. Et oui, dans le cadre du procès en droit, la preuve joue un rôle très important dans la prise de décision parce qu'elle permet d'établir la véracité d'un acte ou d'un fait. Maître Moussa Bachir nous édifie sur ce terme juridique. Il est interrogé par Anissé Karim. Maître, qu'est-ce qu'une preuve en droit? En droit, une preuve est un élément qui permet à un tiers de s'assurer de la véracité d'un fait. C'est un acte ou un fait juridique versé au soutien d'une prétention pour fonder les allégations des parties au litige. Quelle est l'importance de la preuve en droit? La preuve permet de justifier la demande d'une partie ou de contredire les arguments de l'adversaire. La preuve permet au juge de prendre sa décision. La preuve peut se faire par tout moyen. Qui a la charge de la preuve? En principe, la charge de la preuve incombe au demandeur, celui qui a introduit la demande en justice, l'action en justice, quoi. Quelles sont les différentes preuves en droit? D'après le Code civil, il réglemente 5 modes de preuve. Nous avons la preuve littérale, et nous avons la preuve testimoniale, nous avons la preuve par indice et présomption, nous avons l'aveu et le serment. Maintenant, pour ce qui est de la preuve littérale ou preuve par écrit, c'est une preuve écrite. Pour ce qui est de la preuve testimoniale, c'est une preuve qui repose sur un témoignage, ce qu'on appelle la preuve par témoignage. Et la preuve par indice et présomption, c'est un mode de preuve laissé à l'appréciation souveraine du juge. Il y a l'aveu. L'aveu, c'est une manifestation non équivoque de volonté par laquelle son auteur reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques. Il y a le fait d'avouer, c'est le fait de relever, c'est reconnaître ce qu'on vous reproche. Il y a le serment, enfin, qui est une déclaration solennelle faite devant un juge. Et celui qui prête serment est appelé le jureur. C'était là la rubrique hebdomadaire Justice, chers auditeurs. Place à présent à l'écho des régions qui nous amène à Zander. Les produits éclaircissants sont de plus en plus incontournables parmi les cosmétiques chez les femmes. Cependant, certains de ces produits contiennent des substances dangereuses pour la peau à court ou à long terme. Les détails dans cet élément de Zara Boukar. L'utilisation des produits éclaircissants pour rendre la peau plus claire fait partie intégrante des habitudes d'un grand nombre de femmes sans se laisser décourager par les dommages cutanés qui sont énormes, selon Madame Diba Georges, spécialiste en dermatologie. Il y a des microbes spécialement qui sont sur la peau et qui protègent la peau. Ces femmes auront toujours des problèmes de la peau, à savoir les problèmes dermatologiques. C'est inévitable. La peau, elle est détruite. Elle est fragilisée. Ces genres de femmes ont beaucoup de problèmes pendant l'accouchement ou bien pendant les interventions. On te fait des sutures et puis ça s'ouvre. Véritable phénomène social, la dépigmentation volontaire peut avoir plusieurs raisons, selon la sociologue Rahinatou Saleh Bourema. Soulignons qu'il y a des raisons sociales et des raisons culturelles. Au niveau des raisons sociales, retenons que les femmes utilisent des éclaircissants pour se faire belles, pour blanchir leur peau, pour séduire les hommes, pour imiter leurs amies ou voisines utilisatrices. Sur le plan culturel aussi, retenons que les femmes utilisent des éclaircissants pour se faire belles, pour les fêtes, c'est-à-dire les fêtes de Ramadan et de Tabaski, ainsi que pour les cérémonies de mariage et de baptême. Puisque pour les femmes, ce sont des occasions uniques pour lesquelles les femmes doivent se faire belles. Pour la prédicatrice Murtalatou Hassan Barmou, cette pratique est aussi condamnée en islam. La femme, elle doit être belle selon les concepts de l'islam.
Donc selon ce qu'a dit Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est formellement interdit dans la religion musulmane. Il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit la da'ata li mahalukin fi ma'siyatil khaliq. Donc on ne peut pas suivre quelqu'un donc pour aller désobéir à son créateur. Un discrédit de la couleur de la peau noire que les hommes balayent d'un revers de la main. Ça dépend des hommes, mais beaucoup préfèrent la beauté naturelle. Vous allez voir, si la femme est noire, elle cherche à être claire. Si elle est claire, elle veut être plus claire. Et c'est qui est très dangereux. Les manques de sensibilisation contribuent aussi à exacerber ces phénomènes qui méritent pourtant une attention particulière. Chers auditeurs et auditrices, si vous venez de nous rejoindre, vous êtes à l'écoute de l'émission Le Niger sur Kalangou. Place à présent au sport avec Moussa Hassan qui vient de nous rejoindre. Bonsoir Moussa. Bonsoir Nafissa, bonsoir Salamatou. Bonsoir Moussa. Alors Moussa, aujourd'hui nous allons parler de Scrabble. Qu'est-ce que c'est? En fait, le Scrabble, c'est un jeu de société qui consiste à placer sur une grille de jetons portant chacun une lettre de manière à former des mots. C'est donc un jeu de lettres où l'objectif est de cumuler des points sur la base de grilles aléatoires, c'est-à-dire tirage au sort comme on le dit, oui. Des lettres en créant des mots sur une grille carrée dont certains sont primés, c'est-à-dire que les mots n'ont pas les mêmes points, les mêmes valeurs. Le Scrabble est un jeu très populaire en famille, entre amis, dans un cercle fermé, mais aussi sur Internet. Il se pratique aussi en club et en compétition. Les championnats peuvent être classiques ou dupliquettes. Les tournois dupliquettes sont les tournois où tout le monde joue avec les mêmes tirages de lettres. Les tournois dupliquettes sont les plus populaires en France et en milieu francophone, tandis que les classiques sont populaires dans les autres langues. Alors Moussa, qui est le créateur de ce jeu passionnant? Le Scrabble a été conçu par un architecte new-yorkais nommé Alfred Mosher Booth, né en 1899 et décédé en 1993. Il a été contraint au chômage par la crise économique de 1929. Aussi, il crée en 1931 une première version de ce jeu dénommé Lexico, dont le nom vient d'un autre jeu qui existait déjà, Lexicon, et qui a changé successivement de nom en devenant Alf, en devenant It, et après Chris Crossword devient finalement Scrabble. But calcule donc la distribution initiale de ces lettres à partir de la première page d'un exemplaire du New York Times, un journal très en vogue. Des versions successives vont apparaître pour la valorisation des lettres rares ainsi que les modifications du plateau du jeu. La grille actuelle apparaît en 1938 à la marque Scrabble et déposée comme propriété privée d'une personne en 1988 par James. L'Europe sera lente à accepter ce jeu. La version francophone est créée en 1955, une version non officielle du jeu appelée Broadscript, dont les grilles diffèrent seulement de quelque peu avec l'original, c'est-à-dire les cases primes ont été déplacées. Distribué par Jumbo et fabriqué aux Pays-Bas et également mise sur le marché. Le jeu devient populaire en France en 1965 grâce à des animations dans les villages ou des clubs méditerranéens. Bruno, auquel Alfred cède ses droits en échange de quelques redéfenses, fait la promotion. Le succès donc arrive en 1952 quand, selon la légende, le président d'un des plus grands magasins new-yorkais qui s'appelle Macy's a découvert le Scrabble pendant ses vacances. Et il était rentré en colère parce qu'il n'a pas vu ce jeu-là dans ses rayons. Donc dans ses magasins, on ne le vendait pas. Ça l'a choqué et le jeu était vraiment à la mode. Donc il ne peut plus assurer la demande à Bruno Nocena à céder sa licence à Shell Show et Writer, une autre entreprise créée à New York en 1867 qui faisait la promotion. Il rachète la marque à Bruno en 1972. En 1986, Shell Show Writer est rattaché à Coleco Industries qui elle-même fait faillite en 1989. Donc les droits d'exploitation de la marque sont alors répartis entre Hasbro et Mattel. Ce sport a un parcours assez impressionnant, Moussa. Alors, le Scrabble, est-ce que c'est un jeu intellectuel ou un sport? Le Scrabble est non seulement un jeu, mais aussi
un sport qui consiste à former des mots avec des lettres tirées au hasard. Le défi est de les intégrer parfaitement aux mots déjà constitués sur la grille. Par définition, le sport correspond à un ensemble d'activités physiques et intellectuelles se présentant sous forme de jeux individuels ou collectifs, donnant généralement lieu à des compétitions pratiquées en observant certaines règles précises selon la Larousse. Si donc beaucoup considèrent le Scrabble comme un jeu de détente à jouer entre amis, il peut en réalité être compétitif. Des tournois sont organisés dans le monde entier où les joueurs s'affrontent pour déterminer qui est le meilleur. Ils demandent des entraînements réguliers et intensifs du cerveau et même du corps pour résister. Il existe donc des ligues, des fédérations de Scrabble, des compétitions régionales, nationales, internationales sont régulièrement organisées. Donc, c'est un sport. Voilà, merci beaucoup. Merci bien Moussa. J'espère qu'un jour tu vas nous inviter pour pour une partie de Scrabble. Merci beaucoup. Voilà, chers auditeurs, place à présent au loti du jour. Dans nos communautés, la gestion matrimoniale est principalement réservée à l'homme qui est le chef de la famille, mais elles sont nombreuses les femmes qui souffrent au sein de leur foyer du fait du mauvais comportement de leur mari, ivrogne et ou noctambule. Mais comment résoudre ou mettre fin à ce calvaire que vivent beaucoup de femmes? L'équipe femme du studio Kalangu s'est intéressée à la question. Écoutons-les. Matsukiji. Hey, Matsukiji. Hankalina ne a wani waje. To, Aisha ce? Ke, Fatuma, kina lafiya? Ni ce kamata in tambaye ki me ke faruwa. Na ga dukkan bikin damu kin daga hankalinki. Bari ke dai. Ni ban sani ba, sai kin faɗa in akwai abin da zan yi. Sai in taimaka miki. Yar uwa, mijina ne sai tsakar dare yake shigo mini gida wajen karfe 2 ko karfe 3 safe. Abun kuttun ma a maye sai yayi lit in nayi magana yayi mini shegen doka. Na gaji rabuwa zan yi kuma ban san yaya zan yi ba. Na tahi Association Islamic suka ce in je kotu. To gora. Saurara ki ji kin san a nan Niger in namiji ya gaji da matar shi kawai sai rabu da ita kuma zancen ya tsaya a haka, amma in mace ce ke son rabuwar da mijinta sabili yana wulakanta ta sai a ce sai ta je ta ga juju, gashi kuma abin dadewa yake yi. Ke kina ma iya faɗin shi ga kuma tsawo ga wahala. Da farko dai sai ki je wajen shugaban da'idar ku kuma ki nemi jujun da ke kula da al'amuran rayuwa ta yau da kullum. In kuma abin ni ne sai ki je ki tuntubi babban alkali, shi zai baki wata takarda da zaki ba mai gidanki tare da shaidu. Don mi sai da wani shaidu? Haba ke ko, don kada ce baki bashi ba mana. Na gane. Wannan shi zai ba juju damar ya saurare ku gaba ɗaya, saboda doka ta umarci hakan. Wataƙila sai ma ya samu ya sasanta ku, kin san tsakanin mace da miji sai Allah. Kuma ka gaskiya na gashi ba ni iya jira, ƙarfina ya ƙare uwa. To, dole kuma wannan tsarin shine ya kamata. Daga baya sai juju ya ƙara baku wani lokaci da za ku sake ganawa. In ya lura da akwai sa'ar ku sasantawa. Rayuwa da wa har abada ba ni ba shi, ba ni da abun da zan ce mishi. Wata wahala kuma ya isa, kukan da na yi a baya sun isa. Haba gora, in juju ya lura da cewar ba za ki saddako ba, kin nace sosai akan maganar ki, to sai ya sake sauraron ki in har baki samu lauya ba. Lauya? Kin san abun sai da kuɗi? Ke ba haka bane. Ai akwai wasu lauya da ba ruwansu da wani kuɗi mai yawa. Kawai dai ki bincika za ki samu. To in na tahi kuma ya ki saurare na fa. Akwai wata abikiyata da ta samu irin wannan matsalar. Mijinta ya tahi ya faɗi abin da aka yi da abin da ba a yi ba, kuma mai shari'ar ya ƙi saurarenta. To, yaya zan yi? Ai ya kamata jujun ya kiyaye 'yancin masu kariya. Wannan nauyi ne da ya rataye kanshi. Kuma ya lura da furucin masu sa'insa. Amma in kin lura da cewar an yi watsi da 'yancinki, ko kuma kin ga abin da kike nuhi ba ba shi muhimmanci ba, to kina iya sauya juju ko kuma ki rubuta ma babban alkali wasiƙa. Na gane, duk da abun yana da tsawo da sarkakiya, zan je in yi shi don in sami kaina. Gora, Allah ya ba da amin gora.
Et c'est ici que prend fin ce premier numéro de la semaine de votre émission Le Niger sur Kalangou. Au micro, c'était moi, Nafis Adam Sirfo et Salamatou Kadri. À la technique, Seni Saka et Moussa San à l'édition. Salamatou, on se dit au revoir. Bye bye.